Bien oui, une des réalités que je découvre pendant ces séjours prolongés où je parle de mieux en mieux le nahuatl, bien qu'encore très imparfaitement, une des dimensions que je découvre, c'est l'humour nahuatl. Dans mes premières recherches, quand on travaille en espagnol, ou qu'un interprète, c'est jamais pareil, ça sort pas. Et tout à coup, ça apparaît. Et d'abord, ça apparaît sous des formes d'un humour dont on est soi-même la victime. On est un étranger, et l'humour est une manière de domestiquer l'étranger et de le remettre à sa place aussi. Quand les gens savaient que je commençais à apprendre le nahuatl, je me faisais tout à coup demander, à brûle-pourpoint, Shineshtani ou Welti, prête-moi ta sœur. Et la réponse qu'il fallait avoir, la seule, c'était à Monique Pierre, j'en ai pas. Et toi? Alors là, t'es Vicenti Welli, hein, tu peux un peu, t'es capable un peu de parler notre langue. Alors ça, c'est comme le niveau de base. Ensuite, bon, on entre plus dans l'humour, dans leur humour. Et leur humour, ils l'adressent même à la coopérative. C'est un humour, c'est une critique qui prend une forme humoristique. Alors on me dit, tu sais, quand quelqu'un va à la coopérative régionale, quand il devient un cadre de la coopérative, il se passe trois choses. D'abord, il grossit, parce qu'il travaille plus au champ, et puis il mange mieux. Ensuite, il prend une deuxième femme, parce qu'il ne va pas toujours retourner dormir sur la ferme, alors donc il reste au centre. Et ensuite, parfois, il se met à boire. Alors là, ça devient sérieux. Donc, et ça, j'ai pu le constater, c'est de l'humour, mais ça permet de résumer certaines trajectoires. Un jour, alors je vais raconter cette blague qui faisait bien rire les cadres de la coopérative, parce qu'ils se regardaient les uns les autres. Et un jour, un jeune autochtone d'une trentaine d'années, pour la coopérative, Pierre, il dit, raconte encore cette blague sur les... J'ai dit, mais là, tout à coup, je vois le monde des gens qui se rassemblent autour de moi. J'ai dit, il faut que je m'exécute, j'ai pas le choix. Je sais que je me fais piéger, mais il faut que je m'exécute, j'ai pas le choix. J'ai dit, ben, c'est ça. Donc, d'abord, il grossit, ensuite, il prend une deuxième femme, et finalement, il se met à boire. Alors, il me regarde dans les yeux, il dit, Pierre, j'ai cessé de boire. Ma femme m'a quitté. Permets-moi de te présenter ma nouvelle compagne. Et là, je joue la quatrième étape, c'est qu'on peut s'en sortir si on arrête de boire. Alors, donc, c'était... Et cet humour, donc, parfois... Donc, en général, pas méchant, bien que... disons, assez pertinent, piquant. C'est pas des blagues, c'est pas l'eau de rose. C'est un humour qui, en vrai, va avoir une certaine incidence sur la réalité. Alors, typiquement, par exemple, j'ai loué une maison à San Miguel, alors la maison est l'entrée est envahie par la broussaille, alors j'emprunte la machette, tchac, tchac, je vais me défricher. Ah, c'est à Witeki, t'es en train de fricher. Yon Mochan, c'est ta maison? Ah, moi. Ichan Mario Eugenia. Non, c'est la maison de Mario Eugenia. Wan Mistamaka, est-ce qu'elle te donne aussi les tortillas? Parce que donner les tortillas, ça veut bien sûr dire avoir un rapport de couple avec une personne. Ah bon, je mange chez Pablo. Ah bon, d'accord. Oh, c'est chez Pablo qu'on donne, oui, c'est là qu'on me donne les tortillas. Alors, donc, humour tournant beaucoup autour du sexe. Et moi, parfois, je me souviens, après une rencontre du tailleur, je dis à un jeune autochtone du tailleur, je dis, écoute, j'ai remarqué qu'on te faisait des blagues quand tu t'en allais. Je veux pas qu'on te fasse des problèmes. Elle restait avec moi pour traduire des textes ensuite. J'espère que ça te cause pas de problème. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, tu sais, Pierre, ici, quand il te voit parler avec un homme, il pense que tu couches avec. Alors imagine passer de grands après-midi à traduire des textes nahuatl. Et elle éclate de rire. Je suis resté un peu, elle a dit, mais ça fait rien, j'aime le boulot, je reste, je continue. Donc, je pense qu'on va éviter les ragots, il n'y en a pas question, mais je continue le boulot, c'est tout. Donc, c'est comme ça, de quoi rire nahuatl. Ou alors, riant de la déconvenue de la coopérative, la Tosepan, qui, lors de la crise de 90, avait rajusté à la baisse son prix du café, mais alors que ses coopératives régionales continuaient toujours de l'acheter à plus haut. Alors, Pablo qui dit, c'est un monde bizarre dans lequel on vit, il dit, la Tosepan, maintenant, elle paye 400 pesos pour le café. À Tetelilla, on l'achète à 600 pesos, mais c'était une erreur, c'était la même coopérative. Il dit, j'imagine qu'à Montréal, c'est gratuit, pas vrai? Au bout de la chaîne, il fallait que ce soit gratuit. Voilà, donc, c'était un drame pourtant. Il était le premier à en souffrir, mais bon, il vaut mieux en rire. Hein, donc, c'était sa manière. Voilà, donc les années 90, ce sont des années difficiles. Économiquement, d'abord, je vous dis, la coopérative doit se rajuster. Comment elle se rajuste? En réchelonnant sa dette et en entreprenant en sous-traitant en quelque sorte des programmes d'État. Il y a un programme de chemin. L'État mexicain n'arrive pas à finir la route qui mène à la côte. La coopérative dit, nous, on s'engage à vous la finir. Donnez-nous les fonds. En plus, on va engager les gens pour travailler là-dessus.
On va louer de la machinerie, on peut finir la route. Et la coopérative, malgré une saison des pluies épouvantables qui les obligeait à refaire 2 fois le même bout de chemin, la coopérative réussit à finir la route vers la côte. Entre-temps, ça donne du travail aux gens. Ces gens qui avaient pas autre chose à faire. À San Miguel, on entreprend un programme d'empierrement des rues du village. Le gouvernement a des fonds ponctuels qu'il donne pour pallier au fait qu'il n'aide plus structurellement le café. Donc, on est un peu comme ici, dans les villages, on fait un petit programme. On profite de ces programmes et on empierre les villages. On donne à la diversification de l'agriculture. On prend les fonds pour ça. Des ateliers de formation. Alors, la Tosépan décide de prendre tout ce qui passe et de survivre. Et la Tosépan a réussi à survivre. À un moment donné, en 1993, tout à coup, le prix du café monte en flèche. Les bonnes années sont revenues. Je dis à l'agronome, écoute, tu crois que c'est vraiment les bonnes années? Il dit, écoute, il y a eu une sécheresse au Brésil. On devrait en avoir pour une dizaine d'années avant que les prix ne deviennent mauvais. Mais non. Les nouveaux caféiers brésiliens produisaient après 4 ans. Donc, après 4 ans, le prix plonge de nouveau, il ne se relève plus. La Tosépan dit, ben, écoute, le café, on n'y arrive plus. Les alternatives agricoles que tu avais étudiées, elles étaient bonnes dans ce temps-là. Maintenant, il n'y a plus de prix pour rien. On essaie de faire du gingembre, on l'importe d'Asie à meilleur prix. On essaie de faire la cannelle, on nous coupe les prix. Ils ont essayé de se... Donc, on n'arrive plus, on n'arrive pas. Que faire? De plus en plus de jeunes Nahuatl travaillent en ville. Alors, la Tosépan dit, écoute, nous, elle dit, tu nous as parlé, toi, de caja populaire. Ici, au Mexique, il y a des caisses populaires. Nous, au Mexique, on a des espérances, mais ça ne marche pas tellement. Mais je dis, écoute, moi, je peux vous mettre en contact avec les caisses populaires des jardins. Ils ont un programme d'aide à l'Amérique latine. Un peu de la mauvaise conscience de notre grosse coopérative bureaucratique. Alors, on avait un programme d'aide. Ils font une demande, elle est acceptée. Comme une autre du Guatemala, d'ailleurs. Alors, ils envoient 2 personnes se former ici, qui reviennent, on va organiser des choses. Bien sûr, ils l'organisent à la manière Nahuatl. Dans chaque village, on fait un comité. Et c'est le comité villageois qui va étudier les demandes de crédit. Et en même temps, c'est le comité du village qui va se charger que les gens déposent de l'argent. On va utiliser la maison des coopérateurs. On ne construira pas de locaux, on n'a pas d'argent pour ça. Ici, on a les locaux au centre, ça va être ici qui va être la caisse. Et comme ça, comment fonctionner. Et la coopérative démarre lentement, village après village, au début fin des années 90, début des années 2000. Des gens se méfient. Mais par contre, de plus en plus de gens trouvent ça intéressant. D'abord, beaucoup de gens gagnent de l'argent en ville. Et en arrivant, il y en a qui se font carrément dévaliser. Celui qui débarque de l'autobus et que ça va prendre 2 bières avant de rentrer au village, tout à coup, il n'arrive pas. Ou alors, il arrive au village tard le soir, couvert de boue, dévalisé. Et en plus, il y a des femmes qui disent, écoute un peu, là, le mari arrive avec des sous, mais les sous sont vite dépensés et on n'a plus d'argent pour acheter à manger ensuite. Alors, on se met à ouvrir des comptes. Le tiers des comptes sont les femmes qui les ouvrent pour mettre les revenus familiaux. Et de plus en plus, le revenu à elles, les femmes se sont mises à vendre de l'artisanat. C'est le tourisme qui devient alternative à la place du café. De plus en plus de touristes, même s'ils ne laissent pas beaucoup d'argent, puis c'est une présence très ponctuelle. C'est surtout l'été, c'est surtout alors pendant les fêtes. C'est un tourisme mexicain, un peu de tourisme étranger. Donc, les femmes elles-mêmes ouvrent des comptes et mettent leur argent là-dedans. Et là-dessus arrive une de ces occasions que les Nahuatl ont saisi comme l'Autochtone qui a ramassé le violon. Le gouvernement a un programme de développement de l'habitation dans les régions marginales. Mais il n'arrive pas à confier son argent à des gens honnêtes. Aux municipalités, bon, le président vient de dire, les municipalités sont corrompues du haut en bas. Donc, si on donne l'argent, on sait que l'argent va se dépenser, mais il n'y aura pas de maison construite. La Tosépan leur dit, on est prêt à prendre vos sous. Nous, on va faire des maisons. Ils sont dans l'opposition, bien sûr. Le PAN, qui est à ce moment-là au pouvoir, le sait bien. Ils sont de gauche et ils n'ont pas voté pour le PAN aux élections. Mais quand même, comme on a les sous et qu'il faut faire quelque chose avec, on dit, on va vous mettre à l'épreuve. On vous donne de l'argent pour 100 maisons. La Tosépan, 6 mois après, a construit des 100 maisons. Alors, le programme, qu'est-ce qu'il est? Le gouvernement fournit 70% des fonds, mais un don, une subvention, à condition que la personne puisse trouver les 30% manquants. Qui a 30% des maisons? C'est des maisons construites quand même 26 000 $. Donc, c'est quand même un certain montant. C'est supérieur de je ne sais pas combien au salaire annuel, au revenu annuel de la région. Alors, la coopérative de nous vous prête le reste. Si vous êtes... vous trouvez un lopin de terre. Alors là, la solidarité. Vous avez un oncle, un père ou un parrain qui vous donne un lopin de terre. Nous, on ne donne pas d'argent pour la terre. Vous trouvez un lopin de terre et on vous fournit le 30% et vous inscrivez dans le programme. Alors, quand les gens... Mais à condition que vous fassiez partie de la coopérative d'épargne, bien sûr. Vu que c'est à même votre épargne qu'on va faire les retraits mensuels. Et tranquille. Cette bande de... Les métis disaient, coopérative d'épargne, ils vont partir avec la caisse. Tu vois, dans 1 an, il n'y aura plus rien. Écoute, en 10 ans, ils ont construit 6 000 maisons dans la région.
dans le pays nahuatl, mais ensuite chez les Totonacs, dont les conditions de logement étaient encore bien pires. Alors, comme disait l'autre, tu te souviens, ici, on avait des maisons en planches clouées ou attachées avec des cordes. Alors que les Totonacs avaient des maisons entourées avec des roseaux. Donc, c'était vraiment, ou des tiges de maïs, c'était vraiment, et le plancher en terre battue. Ici, on avait souvent des planchers de ciment. Alors, ce qu'on a vu tout à coup, c'est que les jeunes couples qui vivaient dans les cabanes de planches et les toits en carton goudronné sont ceux qui ont maintenant construit leur maison. Et en même temps, comme disent on dit, oui, mais depuis qu'il y a la caisse d'épargne aussi, la paye, elle ne va pas toute à la taverne. Il y avait des bars situés stratégiquement dans le chef-lieu, en direction des principaux villages autochtones. Et on prend un verre et je t'en sers un autre, et je t'en sers un autre. Et là, tu me dois tant. Bon, on n'a même pas compté les verres, et c'est comme ça qu'on doit payer. Alors que maintenant, moi, j'ai vu 5 estaminets qui ont fermé à l'entrée du village de San Miguel. Les gens prennent encore un verre, et au moment de la fête, je vous dis que ça. Mais c'est plus comme avant, on ne boit plus en venant avec le paye. Je me souviens d'un juge de paix qui avait dit, une autre cause de violence conjugale, j'étais là en train de faire semblant de fouiller dans les archives, mais les procès sont publics de toute façon. Le juge de paix dit, bon alors toi, la femme, tu vas préparer les repas convenus, t'es plus paresseuse, tu vas faire les choses comme il faut. Ton mari n'a rien à manger sur la route si tu ne lui apportes pas. Et toi, avant le samedi soir, quand c'est la paye, tu apportes d'abord le maïs et le reste de la commande, et ensuite tu vas te rafraîchir la gauzie avec les amis, c'est compris? Il savait toute l'histoire. Puis, toi, la belle-mère, tu te mêles plus de leurs affaires, parce que c'est à cause de toi, tu as des problèmes. Et toi, le beau-père, c'est toi qui es censé mettre de l'ordre dans cette maison. Ne regarde pas ailleurs, comme toi, mets des pantalons et fais ce qu'il faut faire. Les étudiants disaient, mais comment il avait eu le dossier? Je dis, s'il lui manquait des éléments, il les a demandé à sa femme avant de partir le matin, et il avait tout le dossier en tête pour savoir le problème du jeune couple en question. Donc, alors, tranquillement, on voit un changement des mœurs également qui s'installe. Alors, l'idée d'investir dans une bonne maison, ça va nous rester ensuite. Et en même temps, les femmes, de plus en plus, ont leur propre emploi. Elles vendent de l'artisanat, elles trouvent un boulot dans le commerce, un boulot ailleurs, c'est ce tir d'affaires. Les jeunes qui ont étudié vont être institutrices, promotrices de santé. Donc, on voit de plus en plus les femmes qui occupent leur place. Et d'ailleurs, alors maintenant, j'ai oublié de vous dire un point important. Alors, on est au milieu des années 90. La coopérative des femmes s'est séparée. La coopérative des hommes est furieuse. On accuse les féministes, etc. Mais leurs conseillères, qui sont féministes aussi, qui sont des femmes qui étaient venues de la ville, 3 jeunes filles extraordinaires, disent, écoute un peu, il y a un problème. D'abord, les femmes se réunissent pour tisser, bien sûr, mais elles vont parler de leurs problèmes aussi. Les féministes disent, alors vous avez presque tous des problèmes avec la violence domestique. Non, c'est seulement quand ils boivent. Ben oui, mais tu sais, quand t'as du café, ils boivent. Et puis quand tu travailles sur la route, ils boivent aussi. Alors, grande journée, en 93, le 8 mars 93, la journée de la femme, sur la place centrale de Quetzalán, où il y avait le grand marché, le thème « Violence faite aux femmes ». Alors là, la coopérative, écoute un peu, s'il y a certains camarades qui ont des problèmes, il faut leur parler. Alors, vous savez tous des problèmes, et c'est pas un temps fou qu'on vous en parle, ça donne absolument rien. Vous savez que vous avez des droits, vous avez le droit de dénoncer vos maris devant le juge de paix, la loi mexicaine interdit de battre les femmes, même avant le tribunal autochtone, donc c'était... Alors, de plus en plus... Et alors, 5 ans plus tard, on a des fonds, et on fait avec ça la maison de la... Alors, le gouvernement de Puebla avait créé une auberge, un refuge pour les femmes battues à Puebla, puis voulant en créer un en province. Mais les gens de Quetzalán, ils prennent... Alors, les femmes de Quetzalán ils en entendent parler, ils saisissent l'occasion au vol. C'est à Quetzalán que vous allez faire votre femme battue, à Quetzalán, en pleine... Oui, il y en a ici. Et à 2 pas de la place, elles ont une maison avec une belle grande enseigne, refuge pour femmes battues, Griselda Tirado, qui est une avocate qui était abattue dans le pays voisin parce qu'elle s'occupait trop des dossiers des Indiens. Alors, mais j'écoutais un peu, je suis allé avec Elena visiter ça, j'écoutais, c'est bien, mais nous, à Montréal, c'est caché, ça. Non, mais comment veux-tu cacher quelque chose à Quetzalán? Au contraire, on s'affirme, à 2 pas de la place, maison pour la femme battue. Et il y avait une atmosphère joyeuse dans cette maison-là. Elena dit, moi, je suis allé voir une maison de femmes battues à Montréal, c'était la crainte, l'angoisse encouragée par les animatrices. Alors, une ancienne du Taillère est maintenant la maison des femmes battues. C'est eux qui ont été le ferment de beaucoup de choses. Je dis, Conchita, écoute, il n'y en a pas qui viennent, il n'y a pas d'hommes qui arrivent ici pour vous faire le chicane. Elle dit, écoute, de temps en temps, il y a un ivrogne qui vient réclamer sa servante. Mais c'est moi qui m'en occupe. Et elle me montre le machette, juste au coin, appuyé sur le mur, bien en évidence, dans un bel étui de cuir. Il y avait un machette neuf qui attendait pour s'en servir. Elle dit, on n'a jamais eu le moindre problème. Et là, maintenant, si tu veux, on va au marché, on va chercher des fruits et des légumes qui ne sont pas vendus aujourd'hui parce qu'on est au bout du budget, on n'arrive pas à arriver. Et j'ai vu, en tout cas, ça avait frappé de l'atmosphère, cette maison de femmes battues. Et là, elle dit, mais ça n'avait rien à voir. Elle dit, moi, je suis sorti de cette maison à Montréal en disant,
Heureusement, j'ai jamais eu à avoir affaire. Je ne vais pas durer longtemps ici. Tension. As-tu vu quelqu'un qui te suivait en entrant? Rien du tout. La maison est là. Et l'ivrogne, il passe tous les jours devant. Et il fait semblant de ne pas voir et il continue son chemin. Il n'y a pas du tout l'idée d'intimider les femmes. Donc, les femmes nahuatl aussi ont appris à se défendre. Sur les entrefaites, les zapatistes, vous vous souvenez, en 1994, pour des raisons similaires, la suppression des fonds d'aide aux Autochtones dans les années 80, ils ont formé le mouvement zapatiste. Bon, ça, c'est toute une autre histoire. Séparation, les chrétiens, les marxistes, là, c'est une autre histoire. Mais donc, le 1er janvier 1994, avec l'entrée en vigueur du traité de libre-échange de l'ALENA, donc, ils font leur soulèvement. Et alors là, traditionnellement, on envoie l'armée, on écrase tout le monde. Mais là, c'était l'ALENA. Tous les journalistes sont rendus à San Cristobal, les journalistes internationaux, les Canadiens aussi. 10 jours après, j'arrive avec la délégation canadienne des droits de la personne. Donc, le Mexique ne peut plus faire ça. Comme nous a dit si bien, nous recevant le sous-ministre à l'Intérieur, à votre place, je ne serais pas trop méchant. Parce que seulement l'an dernier, on vous aurait tous embarqués, vous savez. Et maintenant, vous êtes obligé de vous endurer ici au Mexique. Et vous venez parler des droits de la personne, tu sais. Donc, alors, bon, négociation, le gouvernement finit par accepter une loi indienne qui dit on accepte tout, la culture, la langue et tout ça, sauf le territoire et l'autonomie politique. Autrement dit, dans la mesure où vous irez à vous débrouiller dans la structure actuelle, allez aussi loin que vous pouvez. Mais pour le reste, nous, on vous donnerait plus. Alors, le gouvernement de Puebla, alors c'est les États qui doivent s'arranger chacun dans leur région pour mettre ça en application. Le gouvernement de Puebla, il y a un mouvement de la Sierra, des Totonacs surtout. On a notre liste de droits, on veut que nos droits soient inscrits dans la Constitution de l'État. Le gouvernement de l'État s'en occupe pas du tout. Après une consultation de 3 ans, le gouvernement de l'État dit on n'a rien à foutre avec ça. Et voilà, on va former à la place. Tout ce qu'on va faire, c'est les tribunaux autochtones. On va en créer 5 dans l'État. Et on envoie un chez les Totonacs parce qu'on vient d'assassiner Griselda Tirado, la militante Totonac. C'est une manière de dire on vous donne notre propre justice. Donc, enfin, comme on sait, comme dans notre beau et grand pays, le judiciaire et l'exécutif ont parfois des liens multiples, indéchiffrables finalement. Donc, on crée le tribunal et les gens de Coetzalan disent on en veut un autre. Le maire reçoit un ordre du gouverneur. Il dit écoute, tu dois créer un tribunal autochtone, tes gens l'ont demandé. Le maire le crée et nomme un juge. Après quelques temps, les plaintes commencent à affluer. Bien sûr, il est d'origine autochtone, mais il ne connaît rien à notre droit. Il ne connaît absolument rien aux coutumes. Qu'est-ce qu'il fout là, le juge? Alors, les chrétiens, les survivants de la vague d'avant, et même cette nouvelle génération, ils travaillaient dans le comité des droits de la personne qui avait survécu à San Miguel de Sinacapan. Donc, les survivants de ça, le maire les appelle, dis donc, vous avez fait un truc sur le droit autochtone. Pourriez-vous vous choisir Choisissez un juge, quelqu'un qui évite que j'ai des plaintes comme ça tous les jours ici à mon bureau. Ah, on ne va pas le choisir, mais on peut former un comité. Ils appellent les femmes de la coopérative des femmes et les femmes du refuge de femmes battues. Eux autres, elles savent ce que c'est que le problème de la justice autochtone. Donc, on forme un comité. On nomme un juge qui est une personne respectable, connue dans toute la région, qui a été souvent choisi pour des tâches très importantes dans le village indien où il est. Et on le nomme juge, mais on nomme un comité. Et entre autres, les femmes se nomment dans le comité de vigilance. Au cas où vous aurez des cas difficiles, monsieur le juge, que vous aurez du mal à résoudre, on va vous aider. Et c'est là que les nouvelles normes s'installent. Jamais on doit battre sa femme. Le mari doit pouvoir. Si le mari s'en va avec une autre femme, ben écoute, c'est son droit, d'accord. On ne fait plus comme autrefois où on le ramenait de force. Mais il doit faire vivre les enfants qui ont. Avec toutes les difficultés que ça implique et tout. Et quand je leur parle de la coopérative, les hommes et les femmes, une femme entre autres me dit « Toi, Pierre, tu vois seulement des choses merveilleuses ici. Nous, on est au quotidien, on ne voit que des difficultés, Il n'y a rien qui se fait si bien que tu le dis. » Mais je dis « Si vous comparez avec 1969, ah, mais si tu compares avec ce temps-là, bien sûr, on a fait des progrès. Mais j'en ai fait par rapport à il y a quelques années encore. Mais bien sûr, les aspirations sont élevées, ils vont toujours le même sens. Et je veux dire, à la même occasion, je parlais du comité des droits de la personne. Je vais voir ma comadre, Honoria, à San Miguel, qui était membre du comité. Je dis, de quoi vous vous occupez au comité des droits de la personne, le comité des derechos humanos? De quoi vous vous occupez? Elle dit, muy sencillo, compadre, c'est très simple, mon compère. Avant le jour, les voisins d'ici viennent parler à ton compadre de leurs problèmes de limite de terre, parce que les petits paysans parcellaires ont toujours des problèmes quant aux limites de la terre. Je dis, ah bon? C'est tout? Non, on dit. Quand eux sont partis au champ, leurs femmes viennent me parler des problèmes de violence conjugale. C'est pour ça que le comité des droits de la personne de San Miguel avait beaucoup d'avis à donner aux juges concernant la manière de régler ces choses-là. En respect des droits autochtones, je disais à mes étudiantes, écoute un peu, c'est pas, par exemple, un cas, là, on dit, le cas le jeune autochtone, on dit, toi, tu dois pas battre ta femme, et si ta femme, tu penses que ta femme te trompe, viens nous le dire, on va lui donner les bons conseils.
Alors, un de mes étudiants dit, oui, alors l'amour libre. Je dis, l'amour libre, ça n'existe pas. Dans les conditions matérielles et sociales où ils vivent, c'est une chose qui ne peut pas exister. Ça, c'est avant de te marier. Avant d'avoir des enfants, tu peux faire ton choix. Et les filles aussi, hein, de plus en plus, il n'y a pas la virginité au mariage, c'était un rêve des catholiques progressistes. Ça, au contraire, pour te marier, il faut montrer que tu es fécond, que le couple est fécond ensemble. Et un de mes copains me disait que 6 mois après son mariage, sa femme n'était pas encore enceinte. Il lui a dit, écoute, elle lui a dit, écoute, si tu n'es pas capable de m'engrosser, je vais m'en chercher un autre, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'on... en général, la jeune mariée arrive avec la bedaine bien, elle est bien fière, avec la bedaine bien protubérante le jour du mariage. Donc, mais ce sont les normes, ce sont les valeurs locales, et c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Si tu veux vraiment faire de quoi avec les gens. Donc, les années 90 sont des années de difficulté, mais qui débouchent sur une renaissance dans les années 2000. Au niveau régional, c'est la création de la coopérative d'épargne qui permet de maintenir avec ses fonds la coopérative agricole continue d'exister, la coopérative de logement, la coopérative de santé et l'école alternative. La coopérative, alors on est dans plein des années 2000, il y avait déjà eu une école secondaire alternative, fonctionne toujours, fondée par les chrétiens progressistes, mais maintenant les agronomes socialistes, enfin, toute la mouvance de la Tosépan, a fondé sa propre école qui fonctionne sur les mêmes principes. On parle les langues autochtones, on enseigne les valeurs autochtones, on fait l'ethnobotanie. D'ailleurs, c'est avec eux, je suis en train de rédiger pour eux là, un livre de sciences naturelles à partir de nos enquêtes d'ethnobotanique, ethnozoologie. Et c'est pour leur comité de santé que je suis en train de rédiger aussi, enfin, rédiger avec le tailleur, le Tosépan oral. Beaucoup d'allées et venues, ça prend du temps, mais c'est bien intéressant. Rédiger un livre sur la santé et leur remèdes et les plantes médicinales, en élargissant beaucoup le petit livre qu'on avait fait à l'époque. Bref, les années 90 ont été des années de difficulté, d'ajustement. Les années 2000 sont des années d'expansion. À la fois au plan régional, pour la coopérative régionale, qui a maintenant des assises extrêmement solides, et qui maintenant a débordé sur le pays totonac, alors qu'elle était largement limitée au pays nawa. Et d'autre part, le groupe des chrétiens progressistes n'ont pas été en reste non plus. Ils étaient restés comme réseau, même après le départ de beaucoup des permanents. Et tout à coup, le réseau s'étendait jusque dans le pays totonac, alors que la coopérative Tosépan, c'était les Nawa. Donc les chrétiens progressistes chevauchaient les deux, mais le mouvement s'étant beaucoup atténué, il reste un réseau. Et tout à coup arrive un nouveau défi au début des années 2000. Le paradis terrestre est menacé. Arrivent les compagnies minières. Le gouvernement mexicain, suite à l'accord de libre-échange, avait non seulement changé sa loi agraire qui permettait de liquider d'un trait de plume les ejidos, ce qu'on appelait les concessions, les terres communautaires. Dans la région, c'était déjà la propriété privée, donc ça n'a pas affecté. Mais en 1994, avait signé une autre loi qui était passée inaperçue, qui réformait le droit minier. Et pour ça, il s'est inspiré du droit minier canadien, le plus libéral au monde, qui dit que n'importe qui peut présenter une demande de concession sur n'importe quelle parcelle du territoire, la seule obligation face aux occupants propriétaires de la surface étant de les dédommager pour le tort qu'on pourrait leur causer. Un point, c'est tout. Expropriation ou dommage. Alors, le Mexique a adopté ça. Dans les années 90, il ne se passe rien parce que le prix des métaux est relativement bas. Dans les années 2000, avec le boom incroyable de la Chine, et d'une part, en même temps que la crise économique en Occident, il se produit ce que mes professeurs d'économique de première année de sciences sociales disaient qu'il ne pouvait jamais se produire. Une hausse à la fois des cours des métaux utiles et du cours de l'or. Puisque les métaux utiles, c'est quand ça va bien, et l'or, c'est quand ça va mal. Mais sauf que ça va mal pour certains, ça va trop bien pour les autres. Tous les métaux augmentent en même temps. Et là, les compagnies minières fondent sur l'Amérique latine, y compris le plus beau ou dernier fleuron du capitalisme canadien, à part le capital spéculatif, le capital minier. Donc, le plus beau fleuron du capitalisme canadien atterrit au Mexique, en Amérique latine, en Afrique, jusqu'en Nouvelle-Guinée. Donc, les compagnies minières canadiennes. Et ils arrivent dans la Sierra Norte de Puebla. Et ils arrivent d'abord en haute montagne. Alors là-dessus, depuis le début, on a parlé on est en zone semi-tropicale, donc la zone tropicale de montagne, la zone du café. La zone voisine, également, Nawa, est une zone très différente de montagne de pluie au début et surtout ensuite un haut plateau sec. C'est dans le haut plateau qu'elles arrivent. Et avec les nouvelles technologies, elles se mettent à faire des forages et découvrent tout à coup qu'il y a des gisements d'or, surtout d'argent en deuxième lieu. Il faut dire que l'or, avec la nouvelle technologie d'exploitation, d'extraction à ciel ouvert, 1 gramme par tonne, c'est suffisant pour que ce soit rentable.
3 grammes par tonne, comme on trouve parfois dans la région, ça s'appelle le Pérou. Les compagnies, d'ailleurs, font déjà leur pronostic. En fonction, on peut trouver ça sur leur site web. Donc, genre, on va extraire là, on en a pour 8 ans. On va dépenser tant, et on va sortir, par exemple, 1 mètre cube d'or. On aura déplacé 26 millions de tonnes de roc broyé, et on aura eu besoin pour ça de tant d'explosifs, tant de cyanure, parce que le cyanure de sodium qui sert à laver l'or. Alors, l'exploitation à ciel ouvert, quand j'avais 20 ans, je travaillais à la Québec Cartier Mining. Et à Gagnon, qui était une ville maintenant, qui a été détruite ensuite, j'ai vu comment ça procédé. Il y avait une montagne de fer qui s'est transformée progressivement en un cratère, en creux, dans lequel il y a un lac rouillé, avec autour les crassiers qui restent pour les siècles des siècles. Crassiers de roche, comme c'était du fer, c'est tout rouge là-bas. Là-bas au Mexique, on peut aller voir les crassiers qu'il y a au Potosi, c'est vert, bleu, mauve, selon les produits chimiques employés, et surtout les eaux résiduelles. Et en plus, comme au Canada, les eaux résiduelles, on ne réussit jamais à les garder dans les bassins de décantation. Il y a toujours des fuites, comme en Colombie-Britannique, il y a eu au mois de juillet dernier. En même temps, il y avait une fuite au nord-ouest mexicain. Une autre compagnie, même chose, dans la rivière Sonora, là-bas. Donc, maintenant, les compagnies ne racontent pas ça quand ils vont s'installer quelque part. Donc, notre compatriote, Morgan Poliquin, arrive avec Stakamakstitlan, un beau sourire, bien gentil. Il parle au maire, il lui dit qu'il va amener le progrès dans ce petit village perdu, et qu'ils sont prêts à leur faire une route pavée, et qu'ils vont donner, bien sûr, s'il y a d'autres besoins, ils sont prêts à y voir. Pour l'école, bien oui, vous avez besoin d'une autre salle de classe, on peut vous donner ça. Et ils expliquent aux paysans qu'eux, ils font juste des petits trous dans le sol. Le municipio est très vaste, ils arrivent à un moment donné avec le camion, ils débarquent le municipio, ils font un trou, puis ensuite ils ramassent des carottes, et ils s'en vont. Les paysans les voient. Bon, c'est un gentil monsieur, puis il a fait des cadeaux à la municipalité, il a tout repeint l'hôtel de ville. Bon. Entre-temps, M. Poliquin, il fait faire l'expertise de ses carottes et il découvre qu'il y a jusqu'à 3 grammes d'or à Stakamakstitlan, 3 grammes par tonne. Alors, on va exploiter. Entre-temps, un peu ailleurs dans la région, il y a les Chinois qui ont acheté notre mine à Sautla. Mais les gens de Sautla avaient déjà eu un travail par des chrétiens, ont eu un travail par des chrétiens de gauche aussi. Alors la mine, les Chinois, les gens disaient, écoute, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Puis là, ils entendent parler, eux, de San Luis Potosí. Il y a des réseaux qui existent. Ils entendent parler de San Luis Potosí, où ça a été la catastrophe. Et là, tranquillement, il y a un mouvement qui se met en place. Profitant du réseau établi par les chrétiens progressistes dans tout le pays Totonac, où on va faire des barrages pour avoir l'électricité qu'il faut pour les concasseurs en haut, et donc profitant même des points qui ont été établis en haut, de cet immense réseau de chrétiens, profitant de la force de frappe de l'organisation des 20 000 membres de la Tosepa Antitatanisque, ils disent, dans la région, des mines, on n'en veut pas. Peu importe, on n'a jamais été consultés. Alors, c'est là que tout à coup, l'anthropologue revient et dit, cette année, on dit, écoute, Pierre, on a parlé avec l'avocat. La meilleure manière de défendre nos terres, c'est que tu prouves que ce sont des terres autochtones ancestrales. C'est qu'on prouve que tu... Penses-tu qu'on peut prouver ça avec les recherches que tu as faites? Je dis, absolument. On a travaillé les archives, on a travaillé les documents. Bon, il manque certains documents, on peut les compenser par d'autres, et je pense qu'on peut prouver ça. Et donc, le dernier texte que j'ai écrit, là, que j'ai fini, c'est un texte d'anthropologie impliquée qui s'appelle Tlatlauquitepec, Sacapoastla, Yaonawa, Quequetzalan, un territoire autochtone, où je montre comment, à partir des premiers témoignages qu'on a jusqu'à aujourd'hui, donc il y a une population autochtone très dense, qui a toujours vécu là, homogène, qui a sa culture, son rapport avec l'environnement, ses relations matérielles avec cet environnement, ses relations rituelles, ses relations cosmiques, et comment vraiment ça remplit absolument toutes les caractéristiques que peut avoir l'occupation ancestrale par les Autochtones d'un territoire. Alors, on en est là. Le slogan est toujours en vigueur. Ensemble, nous vaincrons. Tosepa Antitatanisque. Leur problème maintenant, c'est que les gens des autres municipalités où le mouvement autochtone est beaucoup moins développé qu'à Quetzalcoatl se joignent à eux pour l'instant. Il y a des régions qui tardent à se joindre. Par contre, on voit spontanément des mouvements de protestation qui apparaissent ailleurs. Donc, ils disent on a le vent en poupe et on continue. Les organisations savent bien que le Mexique a ratifié l'accord 169 de l'OIT, l'accord international, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de méga-projet en territoire autochtone à moins que les populations locales ne soient consultées. C'est la fameuse thèse de la consultation préalable informée. Or, il est bien sûr que dans la région, il n'y a eu aucune consultation préalable ni informée. Non, les gens ont appris par les journaux que les minières avaient des concessions. Alors, la lutte qu'ils mènent présentement, c'est d'abord pour prouver qu'ils sont les habitants d'un territoire autochtone ancestral et que, donc, en conséquence, il doit y avoir une consultation préalable pour tout méga-projet. Le gouvernement sait bien que les choses étant ce qu'elles sont, s'il y a une consultation préalable, il n'y aura aucun méga-projet entrepris dans la région. Et c'est pour ça qu'ils vont essayer de plaider que ce n'est pas vraiment un territoire autochtone, qu'il y a les Métis qui vivent là et tout ça.
Bref, on peut dire que le débat va se faire là-dessus, autour de ce thème fondamental de la consultation préalable. Vous connaissez 936 plantes de la région. Vous connaissez 450 animaux. Donc, alors, vous connaissez cette région. Vous n'êtes pas tombé du ciel, tu sais. Et vous avez nommé en même temps, vous avez nommé tous les petits coins de terrain de noms nahuatl. Toute la région est criblée de noms nahuatl, qui sont les noms des parcelles, bien sûr, des gens qui y vivent, mais qui ont derrière les citronniers, la vallée obscure de la montagne de Broussailles, etc. Tout le terroir est absolument nommé, qui d'ailleurs leur a permis de sauver leurs parcelles de terre au 19e siècle, quand il y a eu la désamortisation. Parce qu'au 19e, on a sauté les périodes historiques, à un moment donné, Juárez, le héros, a décrété que c'était la fin des terres communales et la fin des terres de l'Église. Toute terre pouvait être mise sur le marché. Et les gros propriétaires en ont profité pour accaparer les terres indiennes. Mais dans la région, comme ils s'étaient battus contre les Français, le général leur a dit, il n'y a plus moyen d'aller contre ça, mais que chacun enregistre les champs qu'il cultive. Et ils sont allés à la mairie, et on a retrouvé des grands cahiers d'écoliers, des grands cahiers d'écoliers du 19e siècle remplis de tous les noms et des parcelles qu'il y avait. Alors, 1 hectare et quart, 3 quarts d'hectare, ils ont tout enregistré. Et ils ont payé le droit d'enregistrement. Et ils conservent précieusement, souvent dans l'hôtel domestique, en dessous des pieds du Saint-Patron, le papier en question. Là-dessus, pendant une fois, une famille se l'était fait voler. Puis j'avais amené à rencontrer une avocate populaire à Mexico. Et l'avocate dit, mais c'est rien ça. C'est une copie du cadastre qui est à Tété là. Vous avez qu'à aller là-bas et pour le prix de la photocopie, ils vous en donnent un autre pareil. Ah oui? Ah, le premier, alors à Tété là et la photocopie, ils l'ont remis en dessous des pieds. Eux croyaient que le document en question, c'était l'original, bien sûr, qu'on leur avait donné en 1875. Et pour eux, c'était le papier.